premiers pays qui vont devenir entièrement musulmans, ou plutôt pas entièrement, mais à 50% musulmans, ça va prendre 3 siècles. Hmm. Donc, comme la Syrie, l'Égypte et tout ça, ben, ça va prendre au moins 3 siècles pour atteindre les 50% de la population musulmane. Là. Le texte, des chiffres qui ne mentent pas. Alors, si on y allait avec, par exemple, vous nous parlez, moi j'ai une première question. Vous écrivez que les hommes se civilisent lorsqu'ils renoncent graduellement à la brutalité dans les rapports sociaux pour s'engager dans un processus d'adoucissement des mœurs. Alors, qu'est-ce que vous entendez par adoucissement des mœurs? Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, les Romains utilisaient le mot civil, donc être civilisé, c'est vivre selon les lois de la cité. Et naturellement, à partir du moment où les cités, comme les cités grecques, les cités romaines, se sont données des lois, leurs propres lois, et qu'ils ont fait appliquer les lois, ça l'a provoqué, si vous voulez, un adoucissement des mœurs, un recul de la brutalité, qui a fait que, dans le fond, la vie était beaucoup plus douce dans ces cités-là. Et on peut dire que, donc, que on peut appeler ça comme, pas le début, mais un perfectionnement de la civilisation. Alors, les gens deviennent plus civils, plus civilisés, et les rapports sociaux sont beaucoup plus simples. La vie et la sécurité sont mieux protégées et tout ça. En fin de compte, vous dites aussi que c'est tout d'abord sur le plan moral que ça s'effectue, ce progrès-là. Et puis, c'est pas forcément concomitant, c'est-à-dire qu'il accompagne un progrès intellectuel ou matériel. Et ça m'a surpris. Vous dites, par exemple, il y a des pays qui donnent tous les signes d'une civilisation avancée et prospère, mais où la brutalité et la criminalité restent endémiques. Auriez-vous des exemples de pays comme ça? Regardez pour les États-Unis, c'est considéré comme la grande civilisation aujourd'hui, là. Mm-hmm. Alors, le peuple avec la première puissance du monde, et n'empêche que si on regarde leur criminalité, par tranche de 100 000 habitants, les Américains, ils vont toujours être entre 5 et 6 meurtres par tranche de 100 000 habitants. Alors qu'au Québec, ça va varier entre 0,6 et 0,8 meurtres par tranche de 100 000 habitants. Alors qu'au Canada, ça va être 2,5, environ 2,5 meurtres par tranche de 100 000 habitants. Donc, pour vraiment regarder le critère de civilisation, il faut regarder les valeurs d'un peuple, il faut évaluer sa morale aussi. Alors, parce que à partir du moment que vous avez de la liberté, vous avez le principe de moralité qui s'applique. Alors, donc c'est presque pratiquement inséparable, là, parce que la morale naît de la liberté, puis finalement disparaît avec elle. Alors, la liberté, c'est pas n'importe quoi. Alors, c'est ça qui nous permet finalement de nous situer dans une société, d'agir dans une société avec un code de conduite, là. Alors, donc, dans la société, il n'y a pas juste les lois civiles, les lois criminelles, il y a aussi les lois morales. Et ça, un pays peut être plus avancé sur le plan moral qu'un autre pays. Alors, tous les pays ne sont pas égaux. Et c'est en corrélation avec le taux de criminalité, on peut dire? On le voit, absolument, absolument. Je pense que l'adoucissement des mœurs, c'est très important. Le contrôle de soi, c'est très important. Et ce sont des choses, finalement, qui s'apprennent à la maison et qui s'apprennent aussi à la petite école ou dans la rue ou dans le village, là. C'est comme ça que, finalement, la vie progresse, là. Et au Québec, dans le fond, on constate, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je regarde ces chiffres-là, et j'ai souvent remarqué que le taux de criminalité au Québec était vraiment plus bas que pratiquement partout ailleurs. Dans le monde, si on fait la moyenne des statistiques internationales depuis 1961, dans le monde, la moyenne, c'est 4
homicides volontaires par tranche de 100 000 habitants. Donc ça, c'est la moyenne, 4. Les États-Unis sont au-dessus de la moyenne. Alors, eux autres, ils sont dans les 5 à 6. Le Canada, entre 2 et 2,5. Mais les statistiques du Canada sont améliorées par le taux du Québec qui est plus bas. Alors, donc, quand on prend le Canada sans le Québec, à ce moment-là, ça peut monter de peut-être 0,5 de plus, là. Alors que le Québec, lui, se maintient tout le temps entre 0,6 et 0,8, là. Et plutôt 0,6 pour les Canadiens français et plutôt 0,8 pour l'ensemble du Québec, là. Et pourtant, Maître Néron, les Canadiens français se font rabaisser depuis, vous écrivez même aussi loin que le 19e, le 20e siècle, c'est toujours le cas aujourd'hui, puis ça va l'être encore demain. On se fait traiter de tous les noms. Absolument, absolument. Regardez, ça, moi, j'ai lu le premier journal, le Mercury, là, qui a été fondé, je pense, en 1805, là. Puis on diffame les Canadiens français. À qui mieux là-dedans. Là. À cette époque-là, là, au début du 19e siècle, là, les mots qui étaient les plus souvent utilisés, c'était vraiment arriéré, superstitieux, paresseux, et ça revenait tout le temps, là, pour essayer de déprécier les Canadiens français. En fait, 1805, c'est pas encore les Canadiens français, ça va commencer en 1840, ça, mais ce sont les Canadiens qu'on va rabrouer, qu'on va rabaisser comme ça régulièrement. Et ces mots-là vont revenir pendant tout le 19e siècle et même à Montréal, il y avait un slogan politique qui disait même que les Canadiens français devaient disparaître de la surface de la Terre. Alors, c'était régulier, c'était récité partout, ça. Et là, ben, ces mots-là vont être abandonnés parce qu'à un moment donné, ça devient moins politique. Et à partir des années après la guerre, 1945-50, là, il y a des nouveaux mots qui vont arriver. Là, ça va être les racistes, ça va être les nazis, les xénophobes. Et là, depuis une dizaine d'années, ça inclut les islamophobes. Là. Et ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Là, je voyais hier, là, j'ai regardé brièvement le journal de Québec, là, et le premier ministre du Manitoba là, a dit quelque chose encore dans ce sens-là, là, à cause que les Québécois avaient adopté la loi 21. Alors, c'est des choses qui ne cessent jamais et qui sont, dans un sens, assez intimidantes, parce que ça devient... Se faire dire des choses comme ça, c'est quand même débilitant, parce qu'on finit par finalement réagir sous la pression des préjugés des autres, là. Ça devient puissant, et quand on agit sous les préjugés des autres, ça veut dire qu'on finit par abdiquer sa propre liberté de conscience. Alors, on est tout le temps dans cette dynamique-là qui est désagréable, et c'est pour ça qu'à un moment donné, étant donné que je m'intéressais à ces données sur la criminalité, à un moment donné, je l'ai fait de façon systématique. Puis je me suis rendu compte que finalement, le peuple qui avait la criminalité la plus basse au monde était les Canadiens français de la province de Québec. Malgré qu'on suppose que c'est la lie oui, du genre humain que vous écrivez. C'est ça. On est présenté comme la lie du genre humain, mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les Québécois sont les gens les plus civilisés du monde, civilisés dans le sens capable de vivre avec son prochain de manière paisible et harmonieuse et sans l'agresser. Vous dites aussi que c'est bon de comparer justement le taux de criminalité avec celui des autres. Par exemple, vous nous dites que l'état de criminalité qui avait cours au Canada sous le régime français a toujours été très bas chez les Canadiens. Les Canadiens, c'est avant 1840 qu'on s'appelle comme ça, les Canadiens. Là. Les Canadiens, oui, sous le régime français.
Oui. Il y avait oui, c'est ça. Sous le régime français, on avait un système de justice civile et criminelle et il n'y avait pas beaucoup de criminalité là, grave. Là. Alors, il y a des études qui ont été faites par André Lachance surtout, là, et on peut voir que d'abord le système de justice en Nouvelle-France était très perfectionné, rodé, bien appliqué. Alors, quand on a un système de justice qui fonctionne bien, ça aide déjà pour améliorer la conduite publique. Parce que quand les gens savent que le système va réagir, ils se contrôlent eux-mêmes, là. Alors, ils n'attendent pas d'avoir la police sur le dos. Alors, mais par contre, le système de justice criminelle et civile en Nouvelle-France était très perfectionné. Ça avait été établi en Nouvelle-France en 1663 lors de la mise en vigueur de l'édit de création du Conseil souverain de la Nouvelle-France. Alors à ce moment-là, on avait mis en vigueur en Nouvelle-France toutes les lois qui avaient cours dans le ressort du Parlement de Paris. C'était comme un copier-coller. Mhm. Et naturellement, le ressort du Parlement de Paris était le plus perfectionné de la France et probablement un des plus perfectionnés de l'Europe parce que au siècle précédent, la France avait eu de nombreux grands juristes qui avaient fait évoluer le droit et ça avait influencé la qualité du système juridique français. Alors, quand Colbert a décidé d'organiser la justice en Nouvelle-France, donc il a fait ça de manière assez systématique. Bon, il a dit, dorénavant, toutes les lois qui sont en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris seront en vigueur dans la Nouvelle-France ou au Canada en particulier. Alors, on avait un système de loi très, très avancé et même, on pourrait dire, amélioré parce que dans le système français, il y avait beaucoup de choses qui faisaient problème à cause des privilèges, à cause des classes sociales que le système n'était pas capable de corriger et qui faisait en sorte que le système n'était pas aussi performant qu'il aurait pu l'être. Alors, ces choses qui déplaisaient et qui nuisaient à la qualité du droit, naturellement, n'ont pas été mises en vigueur ici. Donc, les principes ont été mis en vigueur, mais certaines applications ont été soustraites, ce qui a fait en sorte que le système de justice de la Nouvelle-France fonctionnait extrêmement bien. Il était efficace et finalement, il était assez doux. Alors, ceux qui en ont fait l'étude ont constaté qu'il y avait très peu de brutalité juridique là, en Nouvelle-France. Mhm. Vous inscrivez deux dates de 1712 à 1748, ça fait 36 ans. Il n'y aurait eu que 38 condamnations à la peine capitale en Nouvelle-France. Oui, c'est même, oui. Oui, alors, parce que dans le fond, en Nouvelle-France, il y avait trois infractions qui étaient punies obligatoirement de la peine de mort. Donc, c'était le meurtre, c'était l'incendie d'un immeuble et c'était le viol d'un enfant. Alors, quand le juge était face à ces faits-là, alors à ce moment-là, il n'avait pas le choix, il devait condamner la personne à la peine capitale. Mais il pouvait arriver, dans certains cas, assez graves comme le faux monnayage, des choses comme ça. Alors, que la peine capitale soit appliquée, mais c'était très rare. Donc, dans cette période-là, qui a été analysée de 1712 à 1748, donc en tout, il y a eu 36 condamnations, mais en appel devant le Conseil souverain, il y a eu des acquittements. Il y a eu aussi des condamnations à la peine de mort qui ont été réduites. Il y a aussi des gens qui sont allés en appel devant le Conseil du roi en France, où il y a aussi des gens qui ont reçu un pardon. Et il y a aussi des gens qui se sont sauvés. Donc, ce qui a fait en sorte que finalement, il y a eu juste 16 personnes qui ont été condamnées durant cette période. Oui, alors que, regardez, quand on va passer au régime anglais, dans le régime anglais, on va passer dans un régime terrible.
Alors qu'il y avait 3 infractions obligatoirement punies de la peine de mort en Nouvelle-France, avec le régime anglais, ça va monter immédiatement à 210. Et pas punissable, là. Puni. Par exemple, si vous voliez, par exemple, quelque chose de la valeur d'un shilling, ben le juge n'avait pas le choix. Si vous étiez condamné, le juge n'avait pas le choix de vous condamner à une peine de mort. C'est 20 c'est à peu près, hein? À peu près une vingtaine de piastres. Aujourd'hui, j'avais calculé ça. Donc, c'était quand même assez brutal comme système. Et en plus, c'est que la procédure anglaise, ça faisait tout ça en l'espace d'une couple d'heures, là. Oui. Alors, et le jury se rencontrait. Je veux dire, en fait, ils n'allaient pas dans une salle pour délibérer. Ils se rapprochaient, puis au bout de 2 minutes, le verdict sortait, là. Et si par hasard, il y avait un bourreau qui était disponible, ben à midi, vous étiez pendu. Alors qu'en Nouvelle-France, si l'infraction était grave, c'était une procédure en 12 étapes. Et qui se faisait sur une longue période d'au moins 4 semaines, des fois ça peut être 6 semaines. Et le détenu était très bien informé des faits contre lui et il pouvait à n'importe quel moment demander à voir le juge d'instruction pour lui, soit pour lui parler, soit pour lui remettre un mémoire ou n'importe quoi, là, ou lui dire allez interroger tel témoin. Alors donc là-dessus, ben, les droits de l'accusé en Nouvelle-France étaient vraiment beaucoup mieux protégés que sous le régime anglais. Donc, et on parlait, là vous parliez avant ça, que ce soit des Canadiens qui se... C'est-à-dire que déjà, il y avait 200 infractions punissables avec la peine capitale. Oui. En établissant le régime anglais. Oui, mais oui. Vous parlez de l'Angleterre, aussi à Londres, il y avait le taux de criminalité. La ville d'Oxford, où est-ce que la ville, c'est une ville universitaire, avait 110 homicides par tranche de 100 000 habitants. Oui, on parle à quelle époque, là? Au 14e siècle? Le 14-15e siècle. Là. Donc, il y avait beaucoup de criminalité. Ce sont les historiens qui, à partir des archives judiciaires, ont eu le courage de relever ça. Alors, donc, dans l'Angleterre, il pouvait y avoir 20 à 35 meurtres par tranche de 100 000 habitants. Il y a eu un cas, un pic là, de 100. Dans la ville universitaire d'Oxford. Et après ça, ça a commencé à diminuer lentement. Et finalement, le progrès le plus important va se faire au début du 19e siècle avec la mise sur pied de corps de police. Et là, ça va baisser là, à 3, 2 meurtres par tranche de 100 000 habitants. Ça prouve l'utilité d'une institution comme les forces policières, puis bon régime de droit. Oui. Oui, il faut absolument que le régime judiciaire réagisse. Parce que les gens, s'ils sentent qu'ils peuvent faire n'importe quoi et que le système ne va pas réagir, ils peuvent aller jusqu'au bout, là. Alors, donc, ça veut dire qu'ils peuvent tuer du monde, là. Oui, c'est ça. On peut transgresser un peu le sujet puis dire aujourd'hui les gens font ça avec les crimes, des bandits à cravate qui font de la corruption puis de l'évasion fiscale et qui ne sont jamais, même que la justice va comment encourager en changeant ses lois. La fraude, oui. Parce que la fraude, dans le fond, la fraude est le crime le plus payant. Parce que sa preuve est difficile à faire. Et quand par exemple, c'est signalé au procureur de la couronne, ça prend des spécialistes, souvent, des enquêteurs spécialisés qui vont être capables de travailler dans des livres comptables, des choses comme ça. Alors, donc, ça demande beaucoup de travail pour arriver à une accusation de fraude.
Et quand, par exemple, si vous êtes accusé et que vous êtes condamné, quand vous êtes condamné, souvent, le montant est ridicule. Mm. Le temps obtenu est ridicule. Là, vous allez vous retrouver avec 2 ans de prison, alors que vous avez fait une fraude de 500 000 piastres ou de 4 ans de prison. Voyez-vous, comme dans le cas de Vincent Lacroix, Oui. il a dilapidé 165 millions d'argent et il a eu finalement une peine de 10 ans de prison, mais au bout de 3 ans, il est sorti. Parce que, Mm. dans le fond, c'était pas une personne qui menaçait la vie des gens, mais il menaçait quand même la sécurité financière, mais c'était quand même banal comme peine par rapport aux dommages qu'il a fait. Ouais, les vies brisées, puis c'est ça. Tu sais, il y a Oui. des gens qui ont perdu toutes leurs économies. Là, se sont ramassés à 65 ans. Ils avaient économisé toute leur vie. Puis là, ben, tout avait été brûlé, flambé par un idiot. Là. Pensez-vous qu'il a pu mettre la main dessus encore en sortant? Ça, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là. Il en a gaspillé, c'est certain. Est-ce qu'il Mm. en a caché? Peut-être, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Mhm. De toute façon, pour revenir à nos moutons, vous parliez des États-Unis tantôt en disant que c'est un pays qui a l'air très, très euh, Développé, là. évolué. Oui, Oui. c'est la civilisation, c'est la haute technologie partout, là. Hein. Oui. Ce qu'on retrouve de mieux au monde, les Américains l'ont, là. Hein? Mais par contre, il y a au moins une arme à feu par personne, quoi, ou Je ne sais pas, mais je pense que les meurtres par arme à feu, il doit y en avoir à peu près une cinquantaine de mille par année. une cinquantaine de mille par année, oui. Hein? Oui, oui. Puis il y a il y a des quartiers, des villes comme Chicago, des quartiers chauds, là, où vous pouvez avoir 15 meurtres par tranche de 100 000 habitants. Oui, 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 oui. Oui, ça, c'est quelque Alors, chose parce que, c'est des choses qu'on ne connaît pas encore au Québec, mais qu'on pourra peut-être connaître un jour. oui, ils tiennent beaucoup, hein, au registre des armes à feu. Oui, oui. Euh, Puis à Toronto, il y a il y a beaucoup de meurtres oui, par arme à feu. Là. Chaque semaine, on entend ça. Là. Il y a quelqu'un qui tire dans la foule ou qui court après quelqu'un pour le tuer, mais il y a d'autres personnes autour, puis il peut atteindre des innocents. Donc, à Toronto, c'est de moins en moins sécuritaire. Là. et ça continue. Finalement, c'est quelque chose une tendance qui se perpétue parce que en 1840 déjà vous décrivez que il y a, tous les prisonniers sont réunis sous un même établissement, c'est à Kingston. Ah oui, Et oui, oui, c'est ce qui est arrivé à partir de 1840. Là, on remonte assez loin. Alors, il y a eu l'union des deux gouvernements et des deux parlements oui, parce que le Haut-Canada était en faillite et que le Québec, le Bas-Canada était puni pour sa révolte. Alors, donc, ils ont fait à ce moment-là un seul pénitencier pour les deux provinces. Alors, le pénitencier était à Kingston, là, donc à la limite quasiment à la frontière des deux provinces, des deux colonies. Et bon, chaque année, quand il y avait quelqu'un de condamné à la prison, c'était à Kingston. Et à un moment donné, j'ai trouvé ça dans un livre. Là, en 1859, il y avait eu 200, cette année-là, il y avait eu 256 condamnations et personnes écrouées. Et sur le 256, il y en avait seulement 21 qui étaient des Canadiens français. Les autres c'est étaient des incroyable. Canadiens anglais. Donc, ça fait une différence de 11. Là. Oui, Et oui, même Johnny McDonald en avait parlé à un moment donné parce que il disait que, voilà, effectivement, la Confédération et l'Union, sur le plan criminel, c'est pas favorable au Québec parce que, dans le fond, le Québec a beaucoup moins de criminalité que le Haut-Canada. Alors, oui, parce que dans le fond, les gens ne sont pas imposés selon le taux de criminalité, mais selon les revenus. oui, Alors, ce qui veut dire que depuis 1840, le Québec a toujours payé pour des services
de pénitenciers dont ils n'avaient pas besoin. Exactement. Les coûts Alors, d'incarcération. c'est ça. Alors, donc, et la Confédération n'a rien changé à ça, parce que dans le Ben, fond, c'est ça. on n'est pas imposé selon notre taux de criminalité, mais selon notre revenu. Alors donc, depuis 1840, le Québec a toujours, chaque année, payé trop d'argent pour les pénitenciers. Donc, il n'y a jamais eu de ristourne là-dessus. Là. Et c'est seulement au cours des années 60 que vous dites que le taux de criminalité commence à augmenter au Québec, mais il y a une raison à ça. Oui, c'est ça, oui, parce que finalement, au début des années 60, on est 15 ans plus tard, on est 15 ans après 1945, là. Et à partir de 1945, vous avez un baby boom, là. Alors là, vous avez toute une tranche de personnes, de nombreuses personnes qui ont 15 ans, à partir de 1961 à peu près, là. Et des jeunes à 15 ans, ben il y a beaucoup de petites délinquances, là. Et là, ben chaque année, il y en avait une cohorte qui sortait, là. Alors donc, et en plus, ben il y avait les médias étaient plus les mêmes, là. Alors maintenant, on avait la télévision, on avait le cinéma, les revues et tout ça. Alors donc, il y a eu au Québec, donc c'est partout dans le monde, là. Oui, partout dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, il y a eu une élévation subite de la criminalité. Et le Québec a suivi la courbe, lui aussi. Il a même atteint celui du Canada. Mais à la fin des années 70, début 80, ça a commencé à rebaisser et c'est resté entre les 0,6 et 0,8 là, par tranche de 100 000 habitants. C'est comme un épisode, parce que comme vous en parliez tantôt, avec la liberté vient une responsabilité. La liberté était saluée comme l'état de la personne qui se permet tout ce qui lui plaît. Hein? C'était cette période-là? Ben, c'est ça, vous dire, mais ça, c'est la liberté anglo-saxonne, c'est la liberté que Trudeau nous a imposée en 1982, alors, parce que c'est la conception anglo-saxonne de la liberté. Alors, pour eux, la liberté, c'est l'état de la personne qui fait tout ce qui lui plaît. Alors que dans le système plutôt européen, français, ou du droit naturel, la liberté est l'état de la personne qui choisit ce qui lui convient le mieux. Parce que dans la vie, dans le fond, on fait pas tout ce qui nous plaît. On choisit, selon les circonstances, on va choisir ce qui nous convient le mieux. Alors, parce que faire tout ce que... Une personne qui fait tout ce qui lui plaît, là, souvent, elle va pas très loin, là. Parce qu'elle va prendre plein de mauvaises décisions, puis elle va avoir des échecs, puis tout ça. Alors, donc, cette conception de la liberté anglo-saxonne, c'est pas très favorable à une bonne conduite sociale, une bonne conduite morale. Ça nous a été imposé, cette conception-là, par Trudeau, parce que Trudeau, lui, faisait la promotion d'un individualisme libertarien et républicain. Alors, il était influencé par les pensées et les théories américaines et il voulait absolument imposer sa charte, donc la charte protectrice d'une liberté qui est mal comprise, là. Et d'ailleurs, Trudeau, il ne savait même pas distinguer, comme juriste, il n'était pas capable de faire la différence entre un droit et une liberté. Parce qu'il disait, la liberté est un droit fondamental. Comment pouvez-vous dire que la liberté est un droit fondamental alors que liberté et droit sont deux conceptions différentes? Alors, parce qu'un droit, c'est ce qui vous est reconnu par la loi, alors que la liberté, c'est une zone de liberté qu'on laisse aux personnes. Les personnes, dans une certaine zone, font ce qu'elles veulent. Et si ça ne dérange pas la société, ben on va laisser faire. Et si ça dérange, à ce moment-là, on va quand même arriver avec, on va clôturer un petit peu. Là, on va réduire le champ de liberté. Alors, donc, lui, Trudeau, il dit, bon, ben, la liberté est un droit fondamental. Donc, c'est comme illogique de dire que la liberté est un droit. Et en plus, il rajoute fondamental. Alors, donc, et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Là, on voit des juristes, des
des constitutionnalistes qui parlent de liberté comme d'un droit fondamental, alors que c'est complètement inconséquent. Oui, on en entend beaucoup de ceux-là dans le moment avec le projet de loi 21, pas le projet de loi, la loi 21, la loi 21, la liberté de religion, oui, c'est ça. Donc, on a le Parlement, enfin, l'Assemblée législative du Québec a osé faire une petite entorse à la liberté absolue. Et là, voyez-vous, là, on était encore traité là, des beaux mots, là, les racistes, les nazis, les xénophobes, les islamophobes. En tout cas, hier, c'était déjà encore dans le Journal de Montréal. Là. Donc, le premier ministre du Manitoba, et là, lui, il prenait position, là, puis ça le troublait ou ça l'écœurait. Mais par contre, en 1867, quand devant le Parlement du Canada uni, quand George Brown et les autres ont fait des représentations auprès des Canadiens français pour leur demander de voter en faveur du projet de confédération, on leur a bien dit, dorénavant, vous serez non seulement autonome, mais plus personne ne se mêlera de vos affaires. Ça a été répété, ça. Plus personne ne se mêlera de vos affaires. Mais on se mêle de nos affaires tout le temps. Oui. Est-ce que parce que ça c'était verbal, c'était pas écrit, n'est-ce pas? Ben c'est ça, c'est que naturellement, c'est que le texte écrit, c'est sous forme de loi. Mais par contre, les débats, ça a duré à peu près 6 semaines, mais ça a été pris en sténo. Et après ça, ça a été reproduit dans une édition administrative qui est extrêmement difficile à lire parce que c'est 1000 pages. C'est 1000 pages et il a écrit avec un caractère à peu près comme un bottin téléphonique, là, avec 2 colonnes par page. Mais par contre, toutes les promesses qui ont été faites aux Canadiens français se retrouvent là. Et vous avez lu ça, ces documents-là, vous? Oui, moi je les ai lus attentivement. J'en ai même pris plusieurs conférences qui ont été faites et je les ai rééditées moi-même. Là. Donc j'ai coupé ça en paragraphes. Des fois j'ai fait des sous-titres. Certaines lignes là, étaient tellement longues que c'était incompréhensible. Donc j'ai enlevé certains mots qui se répétaient inutilement. Alors, donc, ça a fait des textes là, qui se lisent très bien maintenant. Là. Donc, on peut savoir exactement quelles ont été les promesses faites. Et d'ailleurs, le principal père de la Confédération, celui qui a vraiment tout planifié, tout déclenché, tout contrôlé, c'était George Brown. Et George Brown avait dit que la Confédération était un pacte de paix entre les descendants des vainqueurs et descendants des vaincus. Et il est revenu à plusieurs reprises dans son allocution avec ça. La Confédération est un pacte de paix entre les descendants des vainqueurs et descendants des vaincus. Donc, c'est de là qu'est née la fameuse théorie des 2 peuples fondateurs. Là. Donc, personne n'osait utiliser les mots descendants des vainqueurs et descendants des vaincus, mais l'expression était très claire. Là. On savait de qui on parlait. Oui. Alors, donc, plus tard, on va parler du pacte des 2 peuples fondateurs, des 2 nations et tout ça. Mais Trudeau, lui, va réagir violemment contre ça. Donc, pour lui, ça n'a jamais existé. Là. Donc, Trudeau niait absolument la théorie des deux peuples, là, des 2 nations. Lui, il était comme révulsé de ça. Mais la réalité, c'est que c'était un pacte... véritablement un pacte de paix. Alors, donc, lui et les autres, ses conseillers et les autres ministres n'ont pas tenu compte là, de ce qui avait été promis en 1867. Donc, lui, Trudeau, il voulait imposer sa charte, puis il voulait imposer finalement une nouvelle nationalité, là, qu'on pourrait dire. Là. Donc, une nationalité fondue dans un creuset fédéral, là, avec le multiculturalisme qui, lui, allait niveler toutes les cultures pour mieux favoriser la circulation des personnes et des biens. Et c'est ce genre finalement, c'est à partir de ces idées-là qu'on s'est retrouvé
en 1982, avec une constitution qui nous a été imposée. On pourrait appeler ça aussi une constitution américaine, parce que finalement, ces idées-là que Trudeau avait développées, que ses conseillers avaient développées, et qui s'étaient plutôt développées aussi dans le Canada anglais à partir de 1945. Donc, c'était une manière nouvelle de voir la société ou de refonder l'idée nationale, parce que en 1945, l'idée de la nation canadienne, elle était fondée sur les loyalistes et les Britanniques, là. Donc, le Canada est un pays loyaliste des Britanniques. Et là, à partir entre 1945 et 1980, cette idée-là va commencer à user ou à montrer qu'elle était plus conforme à la réalité. Parce que dans le fond, on avait trop d'influence du côté des États-Unis. C'est ça. En plus, c'est que l'Empire britannique s'était démantelé et tout ça. Donc, l'idée d'un Canada britannique, ça ne marchait plus du côté du Canada anglais. Alors, étant donné que ces gens-là étaient en rapport constant avec les Américains par les livres, la littérature, les revues, la télévision, le cinéma et tout ça. Donc, la conception américaine de la loi, du droit, de la justice, de la Constitution, finalement, va pénétrer graduellement les esprits, comme ça l'a pénétré l'esprit de Trudeau. Et finalement, quand on parle de la nuit des longs couteaux, là, du 5 novembre 1981, alors pourquoi est-ce que les premiers ministres canadiens ont lâché l'évêque? C'est que dans le fond, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, là. C'est sûr que les premiers ministres des provinces en 81, naturellement, ils ne voulaient pas lâcher l'idée britannique parce qu'ils y étaient attachés. Mais par contre, dans leur esprit, le cheminement s'était fait. Donc, qu'est-ce que Trudeau a fait? Trudeau a été comme un catalyseur, là. Il leur a tordu les bras et finalement, ils ont accepté son projet de cette constitution américaine. Alors donc, ils ont finalement, sous la pression, ils ont lâché le Québec et ils ont accepté cette nouvelle conception des rapports sociaux. Alors, et ils ont demandé que soit incluse une clause de dérogation. Oui, d'ailleurs, c'est eux qui, par protection, parce que dans le fond, à partir du moment où vous avez une charte et que tout est décidé en dernière instance par la Cour suprême, alors à ce moment-là, certaines circonstances, ça peut devenir dangereux. Alors à ce moment-là, il fallait une clause dérogatoire qui permettait à une province ou même au fédéral d'adopter une loi malgré certaines protections de la charte. Donc la clause dérogatoire. Mais dans le fond, la clause dérogatoire sera à peu près jamais utilisée au Canada anglais. Parce que dans le fond, dans leur manière de penser, ils n'en avaient pas vraiment besoin. C'est la constitution qu'ils ont eue, finalement, en 82, faisait leur affaire, dans la réalité. Alors que le Québec, lui, qui, finalement, non seulement ne voulait pas la clause dérogatoire, mais il ne voulait pas du tout de cette confédération-là, de cette constitution-là. Alors le Québec, lui, il s'est fait imposer totalement une nouvelle constitution qui inclut une nouvelle façon de voir la loi, le droit et la justice, là. Ouais. Alors, ça a été imposé. Et quand on impose quelque chose, il y avait le disciple de Socrate, Xénophon, qui disait que tout ce qui est imposé est du domaine de la violence. Donc, 1982 a été pour nous un acte de violence. Et en plus, c'est que on va donner à ce moment-là le pouvoir législatif suprême va tomber entre les mains des juges, là. Alors ça, c'est donc c'est plus le peuple qui adopte ces lois, c'est plutôt la Cour suprême qui décide quelles sont les lois qui vont vivre ou qui vont mourir. Alors donc depuis ce moment-là, la fonction d'un tribunal constitutionnel, du tribunal constitutionnel, n'est plus réellement juridictionnelle, mais législative. Parce que annuler une loi,
Annuler une loi, c'est poser à rebours une norme générale. Donc, un tel tribunal devient un organe du pouvoir législatif. Il devient un législateur négatif. Donc, ça, c'est un changement majeur là, qui nous a été imposé en 1982. Et le Québec, d'ailleurs, il s'était fait faire des promesses en 1867. Les gens avaient voté, enfin sur les 48 députés, il y en avait 26 sur 22 qui avaient acheté ces promesses-là. Et là, ben, on n'en tient plus compte du tout. Et là, on nous impose une constitution fortement influencée par la pensée juridique américaine. Oui, c'est ça. Et c'est important de le mentionner. Peut-être que plein de gens s'en sont rendus compte, mais peut-être aussi que plein de gens ne s'en sont pas rendus compte. Comment on est devenu américanisé. D'ailleurs, on est collé sur les États-Unis, c'est vous qui le disiez tantôt. C'est normal qu'ils aient déteint sur nous, là. Ben, c'est ça, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Regardez comme les étudiants depuis longtemps, là, se rendent pas compte que la Constitution de 1982 est une Constitution de type américain. Oui. Alors, où finalement, on fait la promotion d'un individualisme libertarien et républicain, qui n'a rien à voir avec notre tradition. Mais on ne parle pas que finalement, en 1982, c'était comme une révolution là, ou une réforme majeure. Là. Et dans les facultés de droit, ben maintenant, on parle de la Constitution de 1982 comme si ça avait été quelque chose, une grande nouvelle, une grande réussite, une grande avancée. Et les étudiants n'en savent absolument rien. Et ils se font eux-mêmes les promoteurs de cette charte-là. Alors, on est heureux, on est libre, on est tout ce que vous voulez. Puis, ils n'en savent pas l'origine, parce que dans le fond, vous savez, 81, 82, 2019, là, on est proche de 40 ans, là. Oui. Donc, ça veut dire que ceux qui ont moins de 60 ans aujourd'hui, là, n'ont pas vécu, n'ont pas eu connaissance de ces changements-là. Alors, donc, c'est quand même beaucoup de monde. Les moins de 60 ans, là, c'est beaucoup de monde là, aujourd'hui au Québec. Là. Absolument. Puis, même ceux qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, ben, ces idées-là de charte, les gens ne comprenaient pas trop les conséquences de ça. On leur disait, ben, vous serez plus libre. Tu dis à quelqu'un, tu vas être plus libre. Le monde sont d'accord. Hein? Tu dis à quelqu'un, ben, tu vas manger des bonbons toute la journée. Alors, certains vont être d'accord. Alors, donc, c'est ça. Alors, finalement, on est avec une nouvelle constitution, mais que les gens ne comprennent pas. Ils n'en comprennent pas l'origine. Et c'est rendu, ben, c'est normal dans les facultés de droit. Toutes les facultés de droit du Québec, là, enseignent le 1982 comme quelque chose de bien, là, quelque chose qui a fait avancer la société. Mais dans le fond, c'est que c'est la démocratie qui a beaucoup reculé. Parce que quand vous dites que ce sont les juges qui décident, ben, les juges, dans le fond, la Cour suprême, là, c'est 9 salariés qui travaillent au service du gouvernement fédéral. Ils ne sont pas plus intelligents que la moyenne des Québécois. Sur le plan social, sur le plan moral, ils sont pas meilleurs que les autres. Mais par contre, ils ont plus de prestige, ils ont plus de pouvoir et ils décident pour tout le monde. Oui. Juste pour terminer votre texte, et puis après, on revient tout de suite avec la Constitution de 82, puis on va faire le lien avec aujourd'hui, puis le gouvernement Legault, pour se défendre avec toute la contestation qu'il va y avoir juridique de la loi 21. Je vais juste terminer en faisant allusion à ce que vous écrivez, que le Québec aurait une meilleure performance encore si ce n'était de Montréal qui totalise à elle seule autour de 50% des homicides volontaires commis au Québec. Oui. Alors, ben, c'est ça. C'est que, naturellement, ben, le Montréal est beaucoup plus multiculturel que le reste du Québec. Et dans les gens qui sont arrivés au Québec depuis 25, 30 ans, 40 ans même, ben, il y a des gens qui viennent de pays où le taux de criminalité, de meurtre et de vin
et de 20 par tranche de 100 000 habitants ou de 30 ou de 40. Alors, quand ces gens-là émigrent au Québec, ils changent pas leur mentalité du jour au lendemain. Là. C'est pas en achetant un billet d'avion que tu changes tes valeurs morales, là, ou que tu changes tes expériences. Là. Alors, donc, là, on reçoit beaucoup de gens qui viennent de pays où le taux de criminalité est très élevé et ça paraît dans les statistiques là, de la ville de Montréal. Là. Alors, il y a plus de violence. Et, vous savez, on compare les meurtres, là, mais quand vous avez des personnes qui fait un meurtre, là, est capable de faire bien des choses, là. Alors, parce qu'en dessous du crime là, de meurtre, là, il y a bien d'autres genres de crimes aussi, là, mais qui ne sont pas comparés vraiment sur le plan international. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez bien, on va passer à cette question-là qui est centrale actuellement. C'est la loi a été, la loi 21 est passée. M. Legault, le premier ministre François Legault, le gouvernement Legault ont utilisé le bâillon. Et on comprend pourquoi. Maintenant, il est en train de s'organiser une contestation juridique et par le fédéral et par d'autres personnes et institutions. Mais financées par derrière. Là. Financées par derrière. Oui. Tout ça, c'est multiculturaliste au cube. Là. Alors, expliquez-nous donc, qu'est-ce qu'il doit faire, le gouvernement Legault? D'abord, moi, je dis que le gouvernement Legault doit défendre sa loi. Parce que défendre sa loi, c'est défendre un principe extrêmement important, le fait que l'autorité suprême dans la province, c'est l'Assemblée législative du Québec et non pas les juges salariés du gouvernement fédéral. Là. Alors, moi, je dis, de toute façon, depuis 1982, le Québec ne s'est pas tellement tenu debout sur le plan constitutionnel. Et là, moi, je pense que c'est le temps pour Legault, étant donné qu'il a beaucoup de légitimité, parce qu'il a un appui très fort dans la population, et en plus, il a un appui très fort concernant cette question-là. Alors, moi, je dis que Legault devrait profiter de cette occasion-là, finalement, de remettre les choses en place et même de reprendre le combat à partir de ce qu'il était en 1981. Parce que dans le fond, à partir du moment où la nuit des longs couteaux a été réglée, donc le débat s'est arrêté là. Et finalement, on s'est habitué, on a même oublié. Mais moi, je dis que Legault devrait reprendre le combat, défendre sa loi contre toutes ces attaques-là, défendre le principe de la souveraineté de l'Assemblée législative dans son domaine de compétences et de remettre en question la légalité, la légitimité et la constitutionnalité de la Cour suprême du Canada. Parce que cette institution-là, finalement, est la plus puissante du Canada. Parce que tantôt, je vous ai dit qu'un tribunal, un tribunal de la sorte devient comme un législateur négatif. Là. Donc, il est au-dessus de tous les parlements. Alors, il est extrêmement puissant, mais d'où tient-il également cette super puissance-là? Alors, c'est pas la Constitution de 1982 qui lui a donné expressément. La Cour suprême, dans le fond, a été créée par une simple loi fédérale adoptée en 1875. Les pères de Confédération avaient donné le pouvoir au Parlement fédéral de créer dans l'avenir, c'était pas spécifié, c'était juste une petite un petit paragraphe d'à peu près 2-3 lignes, disant qu'à un moment qui lui conviendra, le Parlement fédéral pourra adopter une Cour générale pour le Canada, une Cour générale d'appel pour le Canada, c'est l'expression utilisée.
Mais les pères de Confédération n'avaient pas réfléchi sur le contenu de cette disposition-là. Et d'ailleurs, pour avoir, étant donné que certains Canadiens français trouvaient ça un petit peu étrange, inquiétant même, alors il y a eu quelque chose durant les débats parlementaires en 1865, Cartier, qui était père de Confédération, avait demandé à un de ses collègues, qui n'était pas ministre, mais Joseph Cauchon, qui était un allié. Donc, ils ont fait Joseph Cauchon est arrivé avec des questions plantées d'avance, là, pour permettre à Cartier de s'exprimer là-dessus. Puis Cartier a dit, écoutez, il dit, on ne sait pas, il dit, j'ai aucune idée de quelles seront ces compétences-là, si elles vont pouvoir être, seront juste fédérales ou provinciales ou civiles ou criminelles, je n'en ai aucune idée. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, parce que ce tribunal-là va être un tribunal d'appel pour le Canada. Mais par contre, nous garderons toujours comme tribunal de dernière instance le comité judiciaire du Conseil privé de Londres, qui, lui, est un tribunal, une sorte de tribunal international à l'intérieur de l'Empire britannique. Donc, il y avait d'excellents juristes qui travaillaient là. Alors, il est revenu là-dessus. Il disait, ne vous inquiétez pas de ce futur tribunal-là, parce que la population aura toujours la garantie de pouvoir en appeler au comité judiciaire du Conseil privé. Donc, en 1875, le tribunal est créé par une simple loi fédérale, qui d'ailleurs n'exige pas des juges qu'ils soient bilingues. Donc, et ça va rester comme ça. C'est encore comme ça aujourd'hui. Alors, les juges ne sont pas obligés d'être bilingues. Et ce tribunal-là va mal fonctionner pendant un certain temps, à tel point qu'à un moment donné, il va y avoir un projet de loi pour l'abroger vers 1890 et tout ça. Mais par contre, le comité judiciaire va continuer à casser les jugements de la Cour suprême régulièrement. Et naturellement, les Canadiens anglais vont être suffisamment tannés de ça qu'en 1949, le Parlement fédéral va adopter une loi, tout simplement, unilatéralement, pour abolir l'appel au comité judiciaire du Conseil privé de Londres. Donc à ce moment-là, le tribunal incertain dont parlait Cartier avec Cauchon, va devenir le tribunal d'appel final, de dernier ressort pour tout le Canada. Et en 1982, à ce moment-là, on va lui donner des pouvoirs judiciaires, des pouvoirs législatifs. Donc, autorité suprême, parce que le pouvoir d'annuler une loi, c'est vraiment le pouvoir de poser à rebours une norme générale. Et c'est ce que fait régulièrement la Cour suprême. Et c'est ce que ceux qui vont attaquer la loi 21 veulent, tout simplement que la Cour suprême déclare la loi 21 illégale. Mais moi, je dis que Legault devrait attaquer la légitimité, la légalité et la constitutionnalité de la Cour suprême. Et même de la loi 82, de la Constitution de 1982, parce qu'elle nous a été imposée. Et tout ce qui est imposé est du domaine de la violence. Parce que là, on sait aussi que ceux qui ont préparé le projet de loi 21, c'est un contentieux de gens qui étaient pas comme à l'époque de la Charte des valeurs, là, qui portait. D'ailleurs, la Charte des valeurs, c'est pas vraiment ça. Les valeurs, c'est quelque chose de personnel. Ça aurait dû s'appeler la Charte de la laïcité, là. Mais à ce moment-là, ils avaient pris un contentieux qui était complètement formé de libéraux. Alors, c'était certain que c'était pas pour passer. Mais là, dans le moment, ils ont un contentieux avec Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke qui était très actif là-dedans, qui a beaucoup aidé Simon Jolin Barrette et les autres. Alors, ils seraient capables, eux autres, ils seront en mesure de comprendre, ils sont assez fins pour comprendre ce que vous êtes en train de dire et le faire. C'est que Guillaume Rousseau s'intéresse à la question constitutionnelle. Il s'intéresse aussi, d'ailleurs, il a écrit un texte assez important à un moment donné sur l'histoire de la clause dérogatoire depuis 82 sur son utilisation. Donc, il est vraiment au courant
de la littérature et des jugements qui portent sur ce sujet-là. Donc, il est vraiment bien placé. Et il y a d'autres avocats, d'autres professeurs Oui. ou des doctorants en droit de l'Université de Sherbrooke qui suivent ce dossier-là. Parce qu'ils travaillent souvent ensemble. D'ailleurs, je pense que Guillaume Rousseau a déjà écrit un article sur ce sujet-là avec François Côté, qui est soit professeur ou qui est en train de faire son doctorat à l'Université de Sherbrooke. Il y a aussi Éric Poirier qui a fait, lui, l'histoire de la loi 101 là, depuis 1977. Ce serait quelque chose que la population du Québec apprécierait grandement. Ben, je pense que l'occasion est là. L'occasion est là de faire un bond parce qu'il a les compétences qu'il faut. Il a la légitimité populaire qu'il faut. Et la question, c'est une question de principe, là. Parce que dans le fond, la liberté de religion n'a pas été abolie. On a fait juste une petite... on a demandé aux gens, si vous voulez enseigner, laissez votre foulard à la porte. Là. Alors, c'est pas plus que ça. Alors, et en plus, c'est que le foulard islamique, c'est faussement islamique, là. Et alors, donc c'est vraiment... et en plus, la population est d'accord. Naturellement, il y a des gens... vous savez, les anglophones de Montréal, là, peu importe ce que les Canadiens français vont faire, ils seront toujours contre. Puis ils vont toujours continuer à nous traiter de racistes, de xénophobes, d'islamophobes. Peu importe ce qu'on va faire, si ça leur déplaît, ils vont aller chercher les mots les plus durs, les plus cruels pour nous les appliquer. Donc, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, là, il faut s'en faire une idée. Alors, parce que dans le fond, agir sous la pression des préjugés des autres, finalement, quand on le fait, on finit par abdiquer notre propre liberté de conscience. Absolument. Absolument. Puis ça, il faut le comprendre. D'ailleurs, le message a été clair, comme vous dites, il n'y a pas de question d'illégitimité. Le gouvernement a la légitimité de poser des gestes, de poser des actes. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il ne le ferait pas? Ben, c'est ça. Je pense que il faut qu'il le fasse. Dans le fond, le législateur légifère pour le bien commun. Alors, voilà. Quand tu adoptes une loi pas pour nuire au monde, mais pour aider tout le monde. Donc, parce que la loi, dans le fond, est un principe d'ordre et une œuvre de raison. Et elle trouve sa justification et sa force obligatoire dans la recherche du bien commun. Est-ce que ça... C'est quelque chose juste au niveau de la loi, comme vous dites, pour le bien commun. Mais est-ce que d'autres associent ça? Est-ce que la CAQ associerait ça à trop près, on vient trop près de la souveraineté, là, de la question de ramener ça, puis... Non, dans le fond, regardez, là, la souveraineté, on ne parle pas de la souveraineté totale, on parle de la souveraineté provinciale dans son domaine de juridiction. Et d'ailleurs, même le PQ, René Lévesque, dans le fond, là, il proposait une nouvelle constitution, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait avoir? Il voulait que la constitution du Canada se ramène aux promesses de 1867. Lévesque ne rêvait pas vraiment de faire un Québec une grande république complètement séparée. Il voulait continuer à vivre avec le Canada anglais, mais sous la base des promesses formelles, répétées, qui avaient été faites aux députés canadiens français en 1865. Là. Alors qu'on voudrait, oui? De toute façon, de véritable souveraineté totale au Québec, je pense pas que c'est faisable. Là. Et parce que dans le fond, nous sommes liés, sur le plan géographique et sur le plan économique, là, on est liés au Canada. Tu sais, la frontière, les territoires, ils vont pas bouger, là. Puis les bateaux vont toujours, qui vont dans les Grands Lacs, ils vont toujours passer devant Québec puis Montréal. Là. Et donc, ce sont quand même des unités géographiques qui sont devenues des unités économiques. Là.
Alors, il devra toujours y avoir des ententes, là, assez étroites sur un certain nombre de sujets. Et moi, Avec le... je pense que Oui, René Lévesque rêvait plus d'une véritable fédération que d'une indépendance pure et simple. ouais, on avait entendu les mots souveraineté, association et ces choses-là. Oui, oui, oui. Puis après ça, une longue question. Puis après ça, il négocierait. Puis après la négociation, il ferait un autre référendum et tout ça. Alors, donc, d'après moi, là, il aurait été mieux de dire, soit qu'on ressuscite l'esprit de 1867, soit qu'on fasse l'indépendance. Alors, ce que nous apporterait la contestation finalement de la Cour suprême comme institution euh, et revenir à ce qui aurait été fait, entendu et écrit, comme vous dites, là, ça a été peut-être sténographié, mais c'est écrit quand même en 1875. Absolument. Puis moi, j'en ai les meilleurs passages, je les ai édités, donc ils peuvent être lus facilement, là. Mm-hmm. Alors, donc moi je dis que le Legault doit prendre cette occasion-là pour prendre le taureau par les cornes et faire bouger les choses. Parce qu'il ne doit pas reculer. Là, ils ont fait un pas en avant et il faut qu'ils fassent un autre pas en avant. Mm. Parce que s'il fait un pas en arrière, il finit. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, ah oui, Naturellement, ça c'est clair. les noms vont fuser, là. Les noms vont Oui, fuser, là. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas s'empêcher de vivre parce que les autres nous traitent de noms. non, exactement. Exactement. Est-ce que vous avez manifesté votre intention d'offrir vos services si jamais ils ont besoin? Est-ce que vous êtes en contact avec certains de ces avocats? J'ai déjà envoyé un mot, là. Si vous voulez, par exemple, avoir des informations plutôt de nature historique sur la Confédération, là, vous pouvez me poser les questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Mhm. Parce que dans le OK. fond, les juristes, ils savent très peu de choses sur l'histoire de la Confédération. Est-ce qu'ils savent que vous avez fait, mis par écrit, édité les Ben, passages les plus importants? je pense qu'ils me connaissent un peu parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui lisent sur du Vigile Québec, là. OK. Et Mhm. moi, je pense que j'ai 80, 85, 86 articles dans Vigile Québec, là. Ouais. Alors, c'est Ouais. tout le temps sur l'histoire des institutions. Alors, ce qui m'amène à parler de votre prochain texte. Vous avez dit hier que vous aviez l'intention d'écrire quelque chose sur quoi? Ben là, moi, en profitant de la contestation de la Oui. loi 21, là, j'ai l'intention de reprendre l'origine de la clause dérogatoire. Comment est-ce que ça... En fait, moi, je veux reprendre là, le débat de 1981-82, là. Parce que dans le fond, Oui. c'est trop loin dans la mémoire des gens. De plus de 60 ans, c'est trop loin. Puis Oui. c'est nulle part souvent dans la mémoire des gens de moins de 60 ans. Mais ça a été quand même un tournant extrêmement important dans notre histoire parce que on est passé d'une constitution de type britannique à une constitution de type américaine. Et ça nous a été imposé. Ça va être quelque chose à lire, ça, Maître Néron. Alors, ça Ouais. va être probablement le prochain article là, dans un mois là, qui vont être dans Vigile Québec. Et si vous êtes partant, nous, on est absolument ouvert à ce que vous veniez nous parler de ce texte-là, parce que c'est, comme vous dites, d'une importance capitale. Ça a été un point de bascule pour le Québec. Oui, ça a été vraiment un point de bascule. Et en plus, c'est que ça a été imposé. Alors, Absolument. imposer quelque chose, la contrainte, l'usage de la contrainte, c'est toujours de la violence. Parfois, c'est de la violence légitime, des fois, c'est de la violence légale, mais en 1982, ce n'était pas légitime ni légal, parce qu'il y avait les promesses de 1867
George Brown, qui était le principal artisan de la Confédération, avait bien dit que la Constitution était un pacte de paix entre les descendants des vainqueurs et les descendants des vaincus. Et à un moment donné, plus loin, il avait ajouté, il dit, ne vous inquiétez pas, rien ne pourra être fait sans le consentement du Bas-Canada. C'est ce qui veut dire nous, le Québec. Oui, c'est ça. Alors, il dit ça dans son discours, et à un moment donné, il dit rien, ne vous inquiétez pas, rien ne sera fait sans le consentement du Bas-Canada. Et là, Cartier, qui était son deuxième, alors était assis à côté, puis il a pris la parole, il a dit, écoutez, là est toute la question. Puis là, Brown lui a répondu, il a dit, oui, là est toute la question, ne soyez pas inquiets, rien ne devra être fait sans le consentement du Bas-Canada. Donc, finalement, le droit de veto du Bas-Canada ou du Québec remonte à cette promesse-là. Donc, rien ne pourra être fait, donc changé, sans le consentement du Bas-Canada. Et Trudeau est passé carrément par-dessus ça, et finalement, il a imposé une nouvelle constitution de type américaine dans la violation express des promesses de 1867. Donc, et nous allons pouvoir... Oui? Donc, il faut reprendre ce débat-là et le faire publiquement. Et je pense que Legault, avec les ministres qu'il a et les conseillers qu'ils ont, serait capable de mener ce combat-là. Et faire valoir encore... C'est à force de loi, ça, non? De dire qu'on ne peut pas rien nous imposer sans notre consentement. Ah oui, c'est la promesse qui avait été faite. Mais est-ce que cette promesse-là, à force de loi, je pense que une promesse acceptée lie en droit. Moi, si je vous promets de vous donner 100 piastres, puis vous dites j'accepte, c'est un contrat. Alors, les avocats qui... oui. Un contrat, c'est une loi personnelle. Alors, ceux qui prendraient ça, là, du gouvernement Legault, puis des Guillaume Rousseau, etc., là, pourraient utiliser cet argument. Absolument, parce que regardez, moi j'ai quand même lu pas mal autour de 1980, 82, là, puis les juristes, aucun juriste même du Québec, aucun conseiller n'a soulevé les questions historiques. On a complètement fait comme si les débats, les promesses de 1867 n'avaient jamais existé. Alors, quand tu ne soulèves pas le passé, à ce moment-là, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Alors, Trudeau a dit, le fédéral est le seul habilité à se prononcer pour le Canada. Ça a été son moyen d'intervenir de manière unilatérale, de forcer le jeu et finalement d'imposer une nouvelle constitution en violation des promesses de la précédente. Alors que George Brown avait bien dit, rien ne se fera sans le consentement du Bas-Canada. Alors, on est bien fixé pour le prochain rendez-vous avec vous, Maître Néron. On va avoir lu votre article et puis on va en parler. C'est très important. Puis vos auditeurs peuvent aller lire le mien présentement là, sur Vigile Québec. Là. Alors, absolument. Le peuple le plus civilisé du monde vit dans la province de Québec. Donc, à chaque fois qu'on entendra le xénophobe puis toute la série d'affaires qui finissent en hub, là, on se souviendra de votre texte. On ira lire. Oui, il faudra le relire. Et même le citer. Le citer, même. Maître Néron, merci infiniment. Je vais vous laisser aller pour le restant de la journée parce qu'il fait très beau, là. Peut-être que vous voulez en profiter. Et puis, je communique avec vous dès que votre texte paraît sur cette fameuse constitution imposée, constitution américaine de 82 de Trudeau. Oui, une constitution de type américaine, absolument. Alors, qui a fait finalement fonder sur l'idée d'une liberté, d'un individualisme libertarien et républicain. Ça me fait voir des gens avec des armes à feu comme il y en a aux États-Unis. C'est ce que je trouve que ça donne lieu à ça. En tout cas,
Merci encore. Et puis, à la prochaine, Maître Néron. À la prochaine. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.